Bonjour, bienvenue dans le podcast de Croissance Plus, le jour où tout a basculé. Aujourd'hui, je reçois Florence Vasilescu, fondatrice et dirigeante de Firm Funding. Bonjour Florence. Bonjour Céline. Alors Florence, je vais commencer par te demander de présenter ton parcours. Qu'est-ce qui a amené à la création de Firm Funding ? Alors j'ai un parcours assez atypique. J'ai commencé pour le coup de manière assez classique en banque d'affaires parce que j'ai travaillé chez JP Morgan en fusion-acquisition à Paris et à Londres. Et puis quand la crise des subprimes est arrivée et que les banques ont commencé à faire un peu le ménage dans leurs effectifs, je me suis dit qu'il fallait prendre les devants et partir avant de me faire virer, ce qui allait fatalement arriver. Et donc j'étais à Londres à l'époque, je suis rentrée à Paris et les seuls endroits qui recrutaient à ce moment-là dans la finance, c'était les directions financières de banque pour travailler sur les nouvelles réglementations bancaires, donc les normes de Bâle qui ont donc été mises en place à la suite de la crise des subprimes pour limiter l'exposition des banques aux produits dangereux. Et donc j'ai travaillé chez Crédit Agricole, qui à l'époque, dans une entité qui s'appelait à l'époque Calion, qui s'appelle maintenant CACIB, Crédit Agricole Corporate and Investment Banking, à la direction financière, pour travailler sur les prévisions de ratios de solvabilité qui allaient être mis en place dans les banques. Et puis j'ai été appelée par l'autorité des marchés financiers qui recrutait à cette époque pour la direction des enquêtes de l'AMF. Justement pour travailler sur des enquêtes sur les subprimes et ils avaient besoin de gens qui venaient des marchés financiers et qui pouvaient donc travailler dessus. Alors je suis allée passer les entretiens et c'était assez amusant parce qu'en fait c'est un poste qui permet de travailler notamment avec la police judiciaire. Donc c'est un poste un peu particulier. Enfin, moi j'ai fait une école de commerce donc je n'ai pas du tout de ce milieu-là et j'ai trouvé que c'était intéressant d'aller donner quelques années au service public quelque part. Et puis travailler sur un métier, dans un contexte et dans des conditions très différentes de ce que je connaissais jusqu'à présent, puisque quand on est aux enquêtes à l'AMF, on fait des perquisitions, moi j'ai auditionné des types en prison, enfin voilà, on fait quand même des choses assez variées, on travaille effectivement beaucoup avec la police judiciaire, et donc c'est un environnement assez particulier et très stimulant intellectuellement. Pas évident au quotidien, mais très stimulant intellectuellement. Et puis j'ai poursuivi à la direction des émetteurs de l'AMF, donc là je suis revenue sur un poste un peu plus classique, où en gros je travaillais sur des introductions en bourse, des augmentations de capital, enfin tous les sujets qui concernent quand même majoritairement les grands groupes. Et c'est là où je dis que j'ai un parcours un peu atypique, puisqu'aujourd'hui Firm Funding s'occupe que des PME et du financement des PME. Mais voilà, je pense que ça fera l'objet de la question suivante, donc je ne veux pas aller trop vite. Et Florence, du coup, de l'AMF à Firm Funding, quel est le jour où tout a basculé ? Alors, le jour où tout a basculé, alors en fait, c'est pas vraiment une seule journée, puisqu'en fait, quand j'étais chez Crédit Agricole et que je m'occupais des prévisions de ratio de solvabilité de la banque, je me suis aperçue qu'en fait, la crise avait eu un impact assez important sur le financement des PME, mais qu'on ne mesurait pas à l'époque. C'est que les banques allaient être beaucoup plus restreintes dans les financements qu'elles allaient pouvoir mettre en place, en particulier quand c'était compliqué d'évaluer le risque. Et devinez quoi, qu'est-ce qui est compliqué à évaluer comme risque ? Plus la boîte est petite, elle n'est pas cotée, elle n'est pas notée par les analystes financiers. Bon, en gros, c'était un peu le cauchemar des PME qui allait arriver, à savoir que les banques allaient être contraintes dans les typologies de financement qu'elles allaient pouvoir mettre en œuvre auprès des PME. Donc ça, c'est un sujet en fait, dont j'avais pris conscience à ce moment-là, mais qui n'était pas encore arrivé à maturité, parce que c'était le début de la mise en place de ces ratios-là. Et puis quand j'étais à l'AMF, à la direction des émetteurs, je m'occupais donc beaucoup de grosses sociétés, mais j'avais quand même quelques PME cotées dans mon portefeuille, donc que j'allais voir régulièrement et qui me disaient « mais vous savez, nous on va sortir de la cote parce qu'en fait c'est trop compliqué, c'est trop coûteux, on doit discloser trop d'informations par rapport à nos concurrents, donc en fait pour nous c'est l'horreur, c'est pas du tout adapté ». Et donc, le jour où tout a basculé, c'est le jour où j'ai réalisé qu'en fait, les PME, c'est quand même un enjeu pour la France super important parce que c'est là où on crée des emplois, c'est un enjeu territorial, c'est un enjeu de rayonnement international. Et en fait, je m'apercevais que finalement, tout était fait pour que les grosses boîtes puissent accéder à toutes les solutions de financement possibles et imaginables pour se développer. Et puis, plus on descendait en taille de société, moins elles avaient accès à ces financements. Et je trouvais qu'il y avait une espèce de truc complètement illogique, alors même que c'était ces PME-là qui demain allaient devenir des grosses boîtes et puis allaient créer des emplois, etc., etc.
Et donc le jour où tout a basculé, c'est le jour où je me suis dit, mais en fait il faut absolument faire quelque chose pour ça, et la façon de le faire, c'est de sortir complètement des sentiers battus, et d'amener de la fluidité dans ce marché pour lui permettre de se développer et pour permettre aux PME de rencontrer des financeurs autres que les banques qui effectivement entre-temps avaient évolué avec les réglementations et étaient capables de financer très bien certains sujets et puis très mal d'autres. Et donc de permettre à ces PME de rencontrer d'autres financeurs que les banques, et notamment les family office et les sociétés de gestion qui, elles, gèrent l'argent des assureurs, puisqu'entre-temps, dans une ère de taux très bas, les assureurs cherchaient des placements un peu plus rentables, et la PME peut être une bonne façon de prêter de l'argent avec un rendement supérieur à ce que ces entités-là trouvent sur le marché. Et en fait, je me suis dit que la seule façon d'y arriver, c'était de passer par le digital, puisque seul le digital permet de faire tomber les barrières, notamment géographiques, mais aussi les appréhensions qu'on peut avoir quand on est une PME, à se retrouver face à des financeurs qu'on ne connaît pas. On ne sait pas comment les chercher, et donc quelque part j'ai un peu créé, alors à l'époque j'aurais dit le mythique des PME, la semaine dernière sur un salon on m'a dit en fait vous êtes le Tinder des PME, donc voilà, on a changé de génération, et donc effectivement on permet aux sociétés qui cherchent des financements entre 1 et 20 millions d'euros, qui ne sont pas des financements bancaires, de trouver ces financements auprès d'une communauté d'investisseurs qui sont des professionnels, donc des family office et des sociétés de gestion, et qui vont être capables de leur offrir des typologies de financement qui vont de la dette privée pure, donc complètement non dilutive, pour financer par exemple des projets de croissance organique, externe, du financement d'actifs, de la transmission, etc., jusqu'à des projets qu'on appelle mix equity debt, où il y a une partie de dette privée et puis une partie d'equity quand la société a besoin de renforcer son capital. Qui sont les investisseurs ? Il y en a combien aujourd'hui sur la plateforme ? Alors aujourd'hui, on a plus de 200 investisseurs. On a une centaine de sociétés de gestion. Donc les sociétés de gestion sont les sociétés qui gèrent les fonds, notamment des assureurs et des mutuelles, et qui, elles, ont un cahier des charges assez précis. Donc on a des sociétés de gestion, par exemple, qui n'investissent que dans l'écologie, d'autres qui n'investissent que dans l'agriculture, d'autres qui sont au contraire généralistes. Certaines ont des régions, elles investissent qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, d'autres au contraire sur toute la France. Donc ça, effectivement, ces sociétés-là ont pour mission au quotidien, je dirais, c'est leur travail tous les jours, de déployer des fonds sur des tailles de financement qui, sur la plateforme, peut varier de 1 million jusqu'à 20 millions d'euros de manière unitaire. Donc une société qui cherche 4, 5, 10 millions d'euros peut avoir une société de gestion qui lui propose de faire la totalité du financement. Et puis on a une autre partie qui sont donc les family office et les banques privées, parce qu'on a un certain nombre de banquiers privés qui, eux, ont des stratégies, c'est pas vraiment une stratégie, je dirais, ils sont plus opportunistes dans la façon dont ils vont déployer les fonds, mais ils peuvent avoir un coup de cœur sur une société parce que c'est leur région d'origine, parce que c'est un secteur qu'ils affectionnent particulièrement, et qui vont donc pouvoir placer leur argent auprès de ce dirigeant. Donc quelque part, la plateforme est un facilitateur, un accélérateur de rencontres entre ces PME et ces investisseurs, en sachant que ces investisseurs sont basés en France, mais aussi en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, en Italie et au UK. Donc ça permet aussi d'avoir accès à des financeurs un peu différents, qui peuvent répondre à des problématiques un peu différentes de ce que les fonds français proposent, par exemple. Et quel est le profil type de la PME qui passe par la plateforme ? Alors l'année dernière, donc en 2019, on a eu 32 dossiers qui ont été mis en ligne sur la plateforme pour 170 millions d'euros de financement. Et la PME faisait en moyenne un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros. En sachant que toutes les sociétés qui font plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires peuvent demander un financement sur la plateforme. Elles étaient quasiment toutes EBITDA positives, 90% EBITDA positives. Et elles avaient des projets majoritairement de développement, donc typiquement accompagner une croissance externe au-delà de ce que le bancaire peut financer, mais aussi de la croissance organique, typiquement de la digitalisation, de nouveaux produits, de nouveaux services qui nécessitent des financements, ou bien des projets de financement d'actifs, donc là ça va être plus dans l'industrie par exemple, financer des nouvelles machines ou autres en passant par un système hors bancaire, ou bien de transmission. Alors quand je dis transmission, ça va être faire monter des managers au capital, se reluer en tant que fondateur à son capital, et ça, des fonds de dette peuvent très bien accompagner ce type d'opération. Donc voilà, des sociétés de 5 millions d'euros minimum de chiffre d'affaires, en croissance, avec des projets de développement,
est basé en France entière, parce qu'on a eu 50% des sociétés qui avaient leur siège social en Île-de-France, et tout le reste en région. D'accord, merci Florence. La question suivante, tu sais que chez Croissance Plus, on considère que l'entrepreneur a une responsabilité environnementale, sociale et sociétale. Quels sont tes engagements, les engagements de Firm Funding sur ce point ? Alors, chez Firm Funding, j'ai mis en place un plan de BSPCE dès le premier salarié. Donc, Firm Funding est une petite société. Aujourd'hui, on est 7, donc j'ai 6 salariés. J'ai mis en place un plan de BSPCE effectivement dès le premier salarié. Donc pour moi c'est très important parce que effectivement ça fait partie des valeurs et c'est pour ça que j'ai adhéré à Croissance Plus. Donc ça effectivement c'est quelque chose qu'on a mis en place très vite. Après sur le volet sociétal, donc on pourrait parler de la parité. Donc moi je suis une femme fondatrice dans le milieu de la fintech, il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai pour l'instant la parité à la fois dans mon actionnariat et également chez mes salariés. Et enfin, sur le volet environnemental pur, on le fait à travers le digital, de limiter énormément les quantités de papier utilisées, puisque quelque part le fait de proposer, en finance c'est quand même un secteur assez consommateur de papier, puisqu'en fait les gens aiment bien imprimer, imprimer en double, en triple, en quadruple. Et donc là, le fait d'avoir digitalisé quasiment tout le processus, je ne dirais pas qu'on est en zéro papier, parce qu'à un moment donné, il faut signer des contrats et qu'on est encore à une ère où on a du mal, même si j'essaye de le mettre en place, de digitaliser complètement les signatures électroniques, etc. Mais je dirais qu'à part ce moment de signature où effectivement les investisseurs aiment bien être encore en papier, on a permis effectivement à ce milieu d'évoluer vers un mode de prise de connaissance des dossiers plus digital et donc avec une empreinte carbone bien inférieure. Oui, puis il y a un engagement fort aussi auprès des PME dans les territoires. Donc, alors effectivement, donc ça, là je répondais plus sur le volet Firm Funding en tant que tel, mais effectivement la raison d'être de Firm Funding, c'est tu as raison de le signaler, évidemment, c'est de permettre à des PME, donc créatrices d'emplois, créatrices de valeur, enjeux très très forts dans les territoires, de permettre de se développer, de continuer de progresser et donc d'embaucher. Merci Florence. Question suivante, c'est la question What if no limit ? Si tu avais une baguette magique, quelle est la première chose que tu changerais dans le monde ? Alors moi j'ai un engagement personnel assez fort envers les animaux. Donc moi, si j'avais une baguette magique, je limiterais énormément la consommation animale par l'être humain et surtout l'industrialisation de la consommation animale. Donc je ferais en sorte que tout ce qui est aujourd'hui dans le monde sans aucun respect pour l'animal, et là je parle notamment de tout ce qui est industriel et poussé à l'extrême, n'existe plus. Merci Florence. Et dernière question, si tu n'étais pas entrepreneur aujourd'hui, quel est le métier que tu exercerais ? Dans la lignée de ce que je viens de dire, j'aurais un engagement associatif très fort auprès de gens comme L214 ou Sea Shepherd, qui sont des associations qui luttent au quotidien dans justement la mise en place de ces mesures pour plus de respect animal. Merci Florence. Merci Céline. À très bientôt pour une prochaine édition du podcast Le jour où tout a basculé.